Merci d'être avec nous aujourd'hui donc pour cette session virtuelle de table ronde organisée en amont de NetworkX et qui sera diffusée à la fois sur mes supports ITR News que vous connaissez peut-être et sur les supports de NetworkX en promotion du salon. Cette table ronde a pour objectif d'évoquer ensemble les sujets au travers de la couverture indoor et de la 5G versus Wi-Fi versus LTO duquel on parle beaucoup en ce moment comme alternative. Juste au moment où en France, nous avons à la fois des opportunités et des contraintes comme l'arrêt du cuivre, comme un certain nombre d'équipements qui sont en train de migrer vers de l'UCAS en termes de téléphonie, vers le cloud qui est aussi quelque chose que les sociétés regardent de plus en plus à la fois pour l'informatique et à la fois pour la téléphonie. L'idée, c'est d'apporter des éléments de réflexion, des éléments de discussion, des éléments de formation aux personnes qui pourront regarder cette table ronde virtuelle. Je vous propose de commencer par faire un petit tour de table chacun pour que vous puissiez à la fois vous représenter et resituer un petit peu les sociétés dans lesquelles vous travaillez et éventuellement dire un petit mot sur votre actualité directe. Romain, je vous propose de commencer parce que vous représentez peut-être la Fédération française des télécoms, donc la partie officielle de notre métier. Très bien, eh bien, merci beaucoup. Donc, Romain Bonenfant, moi je suis donc le directeur général de la Fédération française des télécoms. Cette fédération, c'est l'association qui, en France, réunit les opérateurs de télécommunications. On a 20 membres qui sont des opérateurs qui ont des activités très diverses, des opérateurs d'infrastructure, des opérateurs de services, des opérateurs qui font du grand public, des opérateurs qui font de l'entreprise. Alors bien évidemment, comme j'ai des membres qui ont des activités très diverses, je ne vais pas me prononcer de manière claire sur les différentes technologies. Néanmoins, on a pas mal d'activités et c'est l'angle que je prendrai sur les tables rondes sur la promotion de la 5G, notamment dans l'industrie. On travaille, nous, Fédération française des télécoms, dans le cadre du comité stratégique de filière des infrastructures numériques. C'est un peu l'enceinte de politique industrielle dans laquelle on travaille secteur privé avec l'État pour promouvoir un certain nombre d'innovations dans le secteur des télécoms. Et dans ce cadre-là, on fait pas mal de choses pour promouvoir cette 5G industrielle. On organise des événements, on organise un tour de France des plateformes 5G. Le prochain événement est à Dunkerque le 17 septembre chez Arcelor. Et on édite aussi un certain nombre de guides pour guider les entreprises dans justement l'utilisation de cette 5G industrielle. Est-ce que le nombre de membres évolue ces dernières années? Parce qu'on est quand même dans un monde en forte mutation. Est-ce que votre nombre, votre volant, votre assiette de membres évolue? Oui, tout à fait. On a eu récemment un nouveau membre qui est Eurofiber, qui est un grand opérateur d'infrastructures fibre optique en France, mais également en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. Et effectivement, on constate de l'intérêt pour la fédération parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de questions communes dans les télécoms et qu'on a besoin de les traiter ensemble en tant que secteur. On voit aussi que finalement, on a une évolution du secteur, notamment avec la fibre optique, qui fait que finalement, la séparation du passé entre des opérateurs historiques, des opérateurs alternatifs, des questions concurrentielles au centre des réseaux sont certes toujours là, mais néanmoins qu'il y a de plus en plus de questions communes que les opérateurs souhaitent traiter en format fédératif. Et d'un autre côté, qui dit télécom dit interconnexion, dit communication entre des systèmes hétérogènes. Quelles sont vos relations à la fois avec les pouvoirs publics français et à la fois avec l'Europe et à la fois avec d'autres organismes mondiaux? Parce qu'il faut que tout ça fonctionne ensemble. Tout à fait. Alors, d'ailleurs, on a des travaux techniques au sein, qui sont hébergés au sein de la fédération, hein. On accueille notamment un certain nombre d'experts télécoms, des opérateurs, pour produire les protocoles d'interconnexion. Donc, par exemple, les protocoles SIP français sont élaborés au sein de la fédération. On travaille également, par exemple, enfin, on centralise aussi les travaux sur l'interopérabilité, les systèmes d'information sur les réseaux en fibre optique entre les opérateurs d'infrastructure et les opérateurs commerciaux, donc ceux qui déploient puis ceux qui utilisent les services. Et après, en termes d'activité, on est présent à la fois au niveau français et au niveau européen, et on fait énormément de choses sur la réglementation des télécoms qui, comme je pense chacun sait autour de cette table ronde, est foisonnante. Il y a beaucoup d'idées sur la réglementation télécom, beaucoup d'évolutions. Et donc ça nous occupe et on est un partenaire reconnu des pouvoirs publics puisqu'on amène de la connaissance, des données aux parlementaires, aux membres du gouvernement pour que les décisions soient prises de manière éclairée.
Est-ce que vous avez aussi un rôle, enfin je pose des questions peut-être qui semblent de béotiens, mais c'est pour tout le monde Oui. situe bien votre action. Est-ce que vous avez un rôle aussi du côté peut-être contrôle, du côté, je ne vais pas dire répressif, mais du côté contrôle de la mise en œuvre de toutes ces normes et de tout? Est-ce qu'il y a un travail un petit peu amont? Dans le contrôle de la mise en œuvre, ça va être vraiment les autorités publiques, ça va être l'ARCEP qui vérifie dans son champ que la réglementation est appliquée, la DGCCRF sur les questions de consommation. Donc on peut avoir des interactions effectivement avec ces entités quand ça devient un sujet commun pour le secteur et où parfois il peut y avoir des divergences d'appréciation entre les entreprises concernées et puis leurs régulateurs, mais on n'exerce pas de contrôle nous-mêmes. Et aujourd'hui, on a l'impression, enfin, c'est un fait, les télécoms, c'est de l'informatique, c'est devenu un sous-ensemble de l'environnement informatique. Comment est-ce que vous vous situez dans cet environnement informatique, je veux dire cloud, réseau informatique, au sens développement logiciel, en sens distribution? Oui, oui, tout à fait. Effectivement, on voit bien qu'on a besoin d'avoir un prisme plus large sur les télécoms. Par exemple, au niveau européen, on travaille via une association européenne dont on est membre, EuroISPA, qui réunit les fournisseurs d'accès Internet européens, dans lequel on va trouver une diversité de profils, des opérateurs télécoms, mais aussi des fournisseurs de cloud, des grands fournisseurs de services, donc une chaîne beaucoup plus large. Et c'est très pertinent quand on va discuter au niveau européen des questions de responsabilité des intermédiaires dans l'Internet, qui vont être des questions assez transverses finalement sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Néanmoins, on a quand même pas mal de spécificités dans les télécoms. On a un droit qui est très très spécifique télécom. On a cette distinction. Donc aujourd'hui, notre format Fédération française des télécoms, où on est très centré sur les opérateurs télécoms, reste pertinent avec des coopérations là où c'est utile. Je parlais du comité de filière des infrastructures numériques. En fait, dans ce comité de filière, on va retrouver les opérateurs télécoms, mais aussi les équipementiers au sens large, c'est-à-dire les Nokia, Ericsson, mais aussi les fabricants de câbles optiques, les fabricants d'armoires, etc., ce qui nous permet d'avoir des travaux plus pertinents sur des questions comme l'empreinte environnementale du numérique. On ne peut pas s'arrêter aux bandes des télécoms, ça n'a pas de sens, il faut regarder beaucoup plus largement la chaîne de valeur du numérique. C'est combien de personnes, la Fédération française des télécoms? La Fédération française des télécoms, c'est 10 permanents et on travaille avec nos membres, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de groupes de travail avec nos membres sur les différents sujets, une quarantaine de groupes sur des sujets qui vont de la sécurité des réseaux, cybersécurité physique, en passant par le droit de la consommation, la fourniture de services audiovisuels, les questions de réseau, c'est très vaste. Merci, parfait. Christian, de votre côté, est-ce que je peux vous demander de nous présenter un petit peu votre société et puis nous dire quel est votre rôle à l'intérieur? J'ai bien compris directeur général, mais quel est Oui, votre rôle au sens large? oui, tout à fait. Moi, je suis Christian Gabetta. Je suis basé à Genève. Bon, j'habite à Zurich, mais la société est basée à Genève. Et je suis le directeur général de la société. Donc, Heiss Telecom, nous sommes fabricants. Nous fabriquons de home gateways et des extenders Wi-Fi. On est très présent dans des différents marchés internationaux, surtout en Europe de l'Ouest et aux États-Unis. Depuis la Suisse, clairement, j'ai des ingénieurs qui font la recherche et le développement logiciel en Israël et la manufacture s'est fait en Chine et en Vietnam. Donc, peut-être pour présenter un tout petit peu la société, c'est une société qui a été créée en 2006 et on a grandi toujours dans les domaines d'une architecture software logicielle qui a des containers. Donc, au lieu d'avoir une architecture logicielle qui est plutôt monolithique, hein, notre logiciel, c'est comme aujourd'hui, on voit tous les téléphones. Pourquoi j'évoque ces points-là? Parce que c'est un point de différenciation et clairement, c'est peut-être la chose qui nous a mené à avoir du succès dans les marchés. Et ensuite, si je peux m'expliquer encore un tout petit peu plus, hein, Heights Telecom, c'est une société qui est plutôt software. Donc, on développe de logiciels qui va s'intégrer directement sur les seins de la gateway. Et heureusement, aujourd'hui, on se bénéficie de tout ce qu'on voit. Clairement, la migration du ADSL ou le câble vers la fibre nous a donné des opportunités énormes pour pouvoir vendre nos produits.
Et on voit une opportunité énorme surtout parce que tous les acteurs, tous les ISP, ceux qui offrent des services d'Internet, doivent trouver de nouveaux services à vendre. C'est un marché la concurrence est féroce. Donc, il faut trouver une façon de différencier les services et clairement pouvoir donner des services, des applications qui vont fonctionner dans des gateways des maisons. C'est très, très important. Donc, nous sommes une société de 260 personnes, donc c'est pas énorme, mais clairement, on se focalise sur des clients plutôt qui cherchent la qualité. Et puis, bon, tous nos produits sont basés sur des architectures, comme j'ai dit, ouvertes. Donc, on travaille avec RDKB. Bon, on va pas rentrer dans la technologie, mais ouais. C'est de la containerisation, donc Docker, Kubernetes, c'est à ça que vous pensiez. Oui, oui, Et donc, vous exactement. distribuez des API, c'est de nouvelles façons de distribuer en mode MSP. Je comprends bien Exactement. si je vais au bout de la chose. Exactement ça. On utilise c'est le LXC, ça s'appelle, hein. C'est comme Doxys, c'est Docker Containers, mais c'est du ouvert, c'est LXC, ça s'appelle. Et ça permet exactement ça. L'idée, c'est de pouvoir offrir aux opérateurs la possibilité d'intégrer des applications. On peut parler de contrôle parental ou la cybersécurité ou peu importe, hein, mais pouvoir établir ces nouveaux services d'une façon ciblée. Donc, ils ne doivent pas l'intégrer dans tous les routeurs, dans tous les gateways, mais plutôt avoir sur le cloud de services qui vont pouvoir vendre individuellement ou packager ouais, dans de Le, services. le- le mode MSP, c'est un mode qui est déjà pas mal utilisé dans l'environnement informatique, mais c'est un mode qui n'est pas encore très utilisé dans la distribution de produits télécoms. Comment est-ce que vous faites pour distribuer? Vous passez par des circuits informatiques, des grossistes MSP par exemple, ou est-ce que vous touchez directement des clients des télécoms? Oui, donc dans notre cas, nous sommes un business B2B, donc on vend seulement aux télécoms, donc des ISP. Donc si on regarde la France, ça c'est Orange, ici en Suisse Salt, donc bon. Et puis la façon de distribuer ou le canal de vente, ça dépend de la taille du client. Donc quelquefois on vend en direct ou on vend vers un canal. Donc on a des revendeurs qui vont revendre notre produit et aussi ils vont peut-être rajouter de la valeur. Donc peut-être ils vont rajouter du service ou quelque chose. Mais clairement nos clients sont pas les abonnés. Donc on n'est pas sur la Fnac, disons. Donc on est plutôt ciblé sur le CSP. Ok, merci. Thibaut, de votre côté, un peu la même question. Est-ce que je peux vous demander de nous présenter Ventiva et de nous expliciter votre rôle dans cette entité? Oui, bonjour. Alors, donc, au sein de Ventiva, je suis responsable de la ligne de produits Fixed Wireless Access 5G. Et donc, nous concevons, fabriquons des CPE, Customer Premises Equipment. Je pense de façon assez similaire à Heights, avec un très fort contenu logiciel. Notre R&D, par exemple, comporte à peu près 80% de logiciel et 20% de hardware. Donc, ça vous donne un petit peu une idée du ratio et je suis tout à fait d'accord avec Christian sur l'importance de l'offre logicielle et de l'offre de features qu'on peut amener aux opérateurs afin qu'ils puissent se différencier. On assiste quand même, et en particulier en Europe, à une commoditisation de l'opérateur de télécom et nous sommes là en fait pour leur amener des solutions de différenciation. Alors, ça peut être nous directement, ça peut être aussi par l'intermédiaire de partenaires. L'avantage, effectivement, d'une architecture à base de containers, c'est la possibilité d'intégrer des applications tierces ou de les préintégrer dans le produit et ainsi de les distribuer ou de rendre possible le licensing de l'application directement par l'opérateur. Et de la même façon que dans le cas de Heights, nos clients sont également les opérateurs. Nous prenons en compte les demandes ou les soucis des utilisateurs finaux, bien évidemment,
mais on n'oublie jamais que notre client et le prescripteur, c'est l'opérateur en direct, et donc et qu'on est en fait en quelque sorte leur équipementier. Mm. Ventiva, c'est combien de personnes? C'est par exemple quel volume de R&D et un peu vous êtes basé où? Alors on est vraiment très très en fait basé partout dans le monde. La plupart des équipes de R&D sont alors, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Inde, en Chine, on est vraiment, enfin, il y a eu un certain nombre c'est une société qui est quand même la fusion d'un certain nombre d'acteurs historiques du domaine. La dernière en date étant CommScope, Harris, dont on a fait l'acquisition il y a moins d'un an. Avant, nous avions intégré l'activité de Cisco, qui fait la même chose que nous, celle d'Alcatel, etc. Donc en fait, c'est vraiment une fusion de beaucoup d'activités. Donc nous avons standardisé la façon de fonctionner, mais gardé un certain nombre de localisations dans le monde afin d'être capable d'adresser les opérateurs de tous les pays. En fait, il y a vraiment un seul pays dans lequel on n'opère pas, dans lequel on n'a pas de clients, c'est la Chine, malheureusement. Mais on a des clients dans quasiment tous les autres pays. Un petit mot, comme vous êtes un spécialiste de la 5G, aujourd'hui, où on en est de la 5G? Parce que c'est un peu une sorte d'arlésienne, à la fois on en parle beaucoup, à la fois on a l'impression que c'est pas déployé, à la fois il y a plusieurs 5G, à la fois il y a de la 5G privée qui commence à arriver, et cependant c'est encore la 4G qui est la plus utilisée ou la plus répandue, notamment dans l'entreprise et dans la distribution. De votre point de vue, on en est où sur la 5G aujourd'hui? Ah, on est vraiment dans une phase de finalisation du déploiement. La 5G, dans mon domaine, hein, puisque amène vraiment, en quelque sorte, le sweet spot de l'accès Internet à la maison par l'intermédiaire du wireless, pour la raison que la 5G a ouvert énormément de nouveaux spectres. Euh, la 4G a été, surtout ces derniers temps, soumis à beaucoup de congestion de par l'utilisation mobile. Et la 5G, par l'ouverture de tous ces spectres, en particulier de la C-bande, enfin, on a encore pas mal de soucis techniques pour exploiter les bandes qu'on appelle FR2, c'est-à-dire les bandes millimétriques, qui, de par les lois de la physique, posent des défis tout à fait particuliers quant à la propagation et à la réception et l'émission. Mais en tout cas, pour la bande FR1, donc la 5G traditionnelle, on a ouvert, enfin les différents pays ont ouvert des bandes de spectre absolument colossales, ce qui rend la capacité installée vraiment importante et qui a ouvert la voie vers une utilisation réellement massive de déploiement d'accès Internet à la maison. Hein, donc c'est maintenant complètement déployé et de façon massive. Romain, votre point de vue de l'état du déploiement aujourd'hui de la 5G, alors bien sûr en France, puisque c'est le périmètre qui nous intéresse aujourd'hui, on en est, moi j'ai l'impression que ça avance, mais à petits pas. Oui, alors effectivement, la 5G s'intègre dans les offres des opérateurs et on voit d'ailleurs qu'il y a de moins en moins de différenciation de prix entre les offres 5G et les offres 4G, notamment à l'occasion des Jeux Olympiques. Beaucoup d'opérateurs ont proposé la 5G gratuitement sur les offres 4G existantes. Aujourd'hui, enfin, si on prend les derniers chiffres de l'ARCEP, je crois que fin 2023, on avait un peu moins de 20% des cartes SIM françaises qui correspondaient à des offres 5G. Donc c'est pas mal, mais on n'est pas encore au bout du chemin. Après, je pense que ce qui est vraiment disruptif avec la 5G, c'est pas tant le grand public où on est dans l'évolution un petit peu naturelle. Il n'y a pas de service fondamentalement nouveau auquel on va avoir accès grâce à la 5G, même si ça apporte un confort d'utilisation, bien sûr, qui est très, très supérieur. Ça amène aussi plus de performance dans l'utilisation du réseau, dans la gestion du spectre, etc. Enfin, il y a plein d'avantages à déployer aussi la 5G pour le grand public. Néanmoins, il n'y a pas vraiment d'usage strictement différenciant. Je pense que ce qui est vraiment nouveau, c'est quand même les usages professionnels. C'est là où on voit vraiment quelque chose de tout à fait disruptif avec la 5G. On peut faire entrer la 5G dans des environnements professionnels, notamment dans l'usine, et ça ouvre potentiellement de nouveaux marchés.
Là aussi, c'est relativement lent à se déployer. On a eu en France une stratégie portée par le gouvernement d'aller effectivement inciter les grands industriels et également les PME, ETI à aller s'équiper, tester la 5G, notamment dans le cadre du plan France 2030, le grand plan d'investissement de l'État. Il y a eu des financements sur des plateformes d'expérimentation 5G, donc des lieux où des PME, des ETI, des grands groupes peuvent tester des cas d'usage 5G. Donc il y a eu 28 plateformes d'expérimentation qui ont été financées à divers degrés, qui sont aujourd'hui opérationnelles. Donc certaines concernent plus spécifiquement certains usages comme la mobilité routière, les usages industriels, etc., etc. Et on constate que voilà, ça fonctionne, on teste des cas d'usage. On va d'ailleurs publier bientôt, comité stratégique de filière des infrastructures numériques, un catalogue des cas d'usage 5G qui va être disponible sur le site du comité stratégique de filière, qui permettra de voir tout ça. Là aussi, quand on écoute les industriels qui ont goûté à la 5G, il n'y a pas forcément un usage particulier complètement disruptif. C'est-à-dire qu'on a du mal à justifier le déploiement de la 5G, on parlera peut-être après de réseau privé, réseau public, etc., d'aller déployer un réseau privé pour un usage en particulier. En revanche, on voit que ceux qui ont déployé s'inscrivent dans une stratégie de connectivité qui est tout à fait différente de ce qu'ils faisaient auparavant. C'est-à-dire qu'auparavant, sur un usage particulier, aller connecter une machine, aller connecter un robot, on allait déployer une connectivité spécifique pour cet usage. Alors qu'en fait, le projet 5G, on voit bien que ça s'inscrit dans une logique de long terme. On va équiper une usine, un lieu industriel en connectivité, avec des très bonnes performances aussi en indoor, en outdoor. Et ça va permettre de rentrer quelque part dans une logique de numérisation de l'industrie à long terme. Je vais donner un exemple. Alcatel Submarine Networks a équipé deux usines, une à Calais en France, une à Greenwich au Royaume-Uni, de 5G avec à la fois des tests de cas d'usage, mais aussi une espèce de feuille de route à long terme dans laquelle on se dit, voilà, on a notre infrastructure de connectivité, maintenant on peut se projeter pour construire notre usine numérique. Dans votre discours, je ne fais pas la distinction entre 5G et 5G privé. Vous nous parlez de 5G public opérateur, vous nous parlez de 5G privé équipement spécifique, Là, les ou les exemples que deux. vous citez, c'est effectivement la 5G spécifique. 5G privé, qu'on appelle la 5G privée. Exactement, 5G privé pour avoir le niveau de performance requis en termes de qualité de service, de résilience, protection, etc. Ensuite, il y a aussi de la 5G hybride qui s'appuie en partie sur les réseaux publics. Enfin, il y a une grande variabilité. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément de modèle tout à fait établi, mais disons, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, les expérimentations qu'on a dans des environnements professionnels sont soit sur du 5G privé ou hybride assez privé. Voilà. Hmm. Il faut dire aussi en complément que la 5G privée est encore aujourd'hui assez onéreuse à mettre en place. Souvent, on est au-dessus du million d'euros, même s'il y a quelques offres techniques un peu moindres. Hein. Il faut resituer les ordres de grandeur de prix. Donc, c'est réservé à certaines tailles d'entreprise. Je tiens à préciser aussi que lorsqu'on parle de 5G, même de 4G, les répéteurs sont interdits. Hein. Les répéteurs 4G, les répéteurs 5G, hors fonctionnement opérateur, sont interdits, notamment en France. Hein, même si on peut avoir des répéteurs Wi-Fi, c'est autorisé, des répéteurs 5G, c'est interdit. Christian, c'est quelque chose à quoi vous êtes confronté aujourd'hui? Vous faites la distinction entre 5G, 5G privé, lorsque vous mettez en place des cas d'usage en entreprise aujourd'hui, lorsque vous les déployez? Oui, dans notre business, on regarde un tout petit peu la 5G et la Wi-Fi comme quelque chose de très complémentaire. Parce que, et peut-être je reviens sur le point que Thibaut vient d'évoquer, la 5G, quand vous voyez une maison ou une entreprise, il y a la connectivité vers les réseaux, et ça peut bien être avec une connectivité fibre ou avec une connectivité, c'est ce que j'appelle backhaul, 5G ou 4G, oui. Donc, dans ces cadres-là, c'est très intéressant de pouvoir utiliser un routeur qui est 5G parce que ça permet de la mobilité. Et vis-à-vis le besoin des opérateurs, de nos jours, la loi établit qu'il faut fournir la connectivité dans tous les territoires du pays. Et quelquefois, c'est difficile ou peut-être c'est très onéreux de déployer la fibre, hein, surtout dans des endroits où il n'y a pas une dense communauté. Donc, si c'est vraiment dans des endroits où ça ne vaut pas la peine de déployer la fibre, il y a des cas où la 5G se marie très, très bien avec les Wi-Fi.
Et pourquoi je fais ces points? Parce que pour moi, la WAN, ça peut être fibre ou 5G, mais à mon avis, la grosse avantage qu'on voit sur le Wi-Fi, c'est que il y a énormément des équipements des utilisateurs. Donc, nous tous, on a plein des appareils Wi-Fi. Par contre, on a moins des appareils 5G. Et ça, c'est clair, c'est une question des prix. Donc, de nos jours, vous pouvez acheter plein des appareils qui vont pouvoir vous permettre d'accéder à l'Internet à un prix qui, je dirais, au moins, c'est 3 fois, peut-être 4 fois moins cher si c'est que Wi-Fi que si c'est la 5G. Donc, à mon avis, la 5G, c'est très intéressant, mais surtout quand il y a besoin de la mobilité. Et peut-être en faisant un tout petit peu de la connexion avec Romain, il parlait de ses projets euh, pour routiers. Donc, ça, c'est clairement quelque chose qui va être, c'est un domaine de la 5G, c'est pas du tout le Wi-Fi. Mais si vous n'êtes pas nomade et vous restez sans mouvement, le Wi-Fi, à mon avis, ça peut offrir des avantages vis-à-vis de la 5G à cause du prix. Vous voyez? Donc, c'est un sujet très intéressant. On voit peut-être, pour revenir à votre question, oui, on voit la 5G et le Wi-Fi comme des choses complémentaires. De toute façon, bien sûr, c'est complémentaire. Dans ce que vous évoquez, il s'agit d'avoir de la Wi-Fi en entrée et de la 5G en entrée et du Wi-Fi pour diffuser les services. Et de toute façon, l'utilisateur, qu'il soit professionnel ou qu'il soit particulier, lui, ce qui va l'intéresser, c'est son usage. Que la connexion finale à son device soit faite en 5G ou soit faite en Wi-Fi, ça ne va pas changer grand-chose pour lui. Ce qu'il veut, c'est du débit, c'est de la faible latence, c'est enfin voilà, du fonctionnement. Donc, mais dans ce que vous évoquez, c'était pas de la 5G jusqu'au device, c'était de la 5G jusqu'à un routeur, et c'est le routeur ensuite qui diffuse le Wi-Fi. Tout à fait. Thibaut, pour aller un peu dans cette logique, comment est-ce qu'on va répartir un petit peu les choix et les usages entre de la 5G et du Wi-Fi? Et puis peut-être ensuite, on parlera des satellites orbite basse qui sont en train d'arriver, peut-être pour concurrencer et la fibre et la Wi-Fi. Mais comment est-ce qu'on peut faire des choix d'usage quand on se positionne en termes d'utilisateurs, qu'ils soient professionnels ou privés, entre le Wi-Fi et la 5G? Oui, alors je voulais juste rebondir avant de répondre à la question sur ce que vient de dire Christian. Et ce qui est intéressant, c'est que quand, la jeune génération, je pense par exemple à mes enfants, n'arrivent pas à connecter leur téléphone à la maison, leur tablette ou leur ordinateur, on me dit toujours la Wi-Fi ne marche pas, en fait. Et en fait, ça englobe tout un tas de symptômes. Et bien souvent, en fait, c'est la connexion WAN qui est interrompue parce que, par exemple, on a un mauvais DSL. On a parlé tout à l'heure aussi du décommissioning du cuivre et du DSL. C'est là qu'effectivement, le CPE 5G a une forte utilité puisqu'il évite effectivement d'avoir à construire une infrastructure cuivre, une infrastructure, pardon, fibre. Voilà, donc en fait, pour revenir à la question, donc, alors, dans notre métier à nous, chez Ventiva, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose chez Heights. La plupart de nos clients sont des clients opérateurs qui déploient dans du résidentiel. C'est-à-dire ce sont vraiment des applications grand public finalement. Et le cas d'usage aujourd'hui est très, très différent entre la Wi-Fi et la 5G. C'est-à-dire qu'on a une utilisation Wi-Fi domestique en Local Area Network et une utilisation de la 5G en Wide Area Network. Et donc, le travail de nos entreprises, c'est de faire coexister le Wi-Fi et la 5G dans le même boîtier. Alors, il y a des architectures où on utilise deux boîtiers différents, avec un boîtier, par exemple, outdoor et un boîtier indoor, ce qui cause un certain nombre de défis, en particulier le fait d'une installation un peu onéreuse, d'avoir à creuser des trous dans les murs, d'avoir une installation qui soit un petit peu plus compliquée.
Mais dans la plupart des cas, en fait, on déploie un routeur tout intégré 5G qui termine la connexion WAN 5G et qui commence, qui a un access point LAN Wi-Fi. Hein, c'est vraiment le use case actuel en résidentiel le plus commun. Et les deux technologies se prêtent très, très bien à ce use case. La Wi-Fi, effectivement, présente l'avantage du coût pour les clients de l'Access Point, comme l'a dit Christian. Donc, le, le- le- finalement, j'allais dire ubiquitous, mais la disponibilité des devices sur le marché, l'excellent travail qu'a fait la Wi-Fi Alliance pour assurer l'interopérabilité entre les différents devices Wi-Fi, l'excellent travail qu'ils ont fait aussi pour faire évoluer la norme en la gardant toujours compatible avec les devices les plus anciens, qui fait que le Wi-Fi est extrêmement indiqué et extrêmement pertinent pour la connexion en Local Area Network. Et de même, la 5G, donc de par le spectre qui a été ouvert depuis 4 ou 5 ans par les différents pays, donc le spectre qui a été licencié aux opérateurs en très grande quantité, a permis finalement la connexion des résidentiels, enfin, des maisons par l'intermédiaire de la 5G au lieu d'une technologie filaire, grâce à la quantité de spectre disponible. Et aussi, en fait, il y a eu des échecs dans le passé de déploiement, par exemple l'échec du WiMAX, qui étaient des infrastructures très, très spécifiques pour l'accès résidentiel broadband. Or, la 5G a l'avantage que l'investissement est de toute façon là et fait pour la mobilité. C'est-à-dire que pour adresser les téléphones portables, les opérateurs investissent dans cette infrastructure et ce réseau 5G de toute façon. Donc finalement, offrir et ajouter à leur offre mobilité une offre résidentielle, c'est juste tirer en fait un meilleur profit du réseau qu'ils installent de toute façon. Hein, donc la 5G, de par l'installation du réseau, la présence du réseau, la disponibilité du spectre, pardon, est extrêmement pertinente pour le Wide Area Network. Et donc, en fait, on a une sorte de sweet spot dans notre industrie qui fait qu'on a une très forte progression de cette technologie. Donc, en complément de la fibre, hein, ce sont les deux technologies émergentes, c'est-à-dire qu'on voit effectivement le DSL être décommissionné un petit peu partout dans le monde, et donc remplacé soit par de la fibre, soit par de la 5G. Et on pense que le cuivre n'est pas encore, le câble, pardon, le câble coax n'est pas encore en déclin, parce que dans certains pays, par exemple aux États-Unis, l'infrastructure est très performante. Néanmoins, on voit mal des nouvelles installations de câbles coax émerger. Donc, les technologies qui vont subsister sont pour l'accès résidentiel à la broadband seront la fibre et la 5G. Alors, on parlait aussi du satellite, qui est aussi peut-être la troisième option d'accès Internet à la maison pertinente. Je pense que ces trois technologies sont les plus pertinentes et celles dans lesquelles, forcément, en tant que Ventiva, nous investissons et j'ai l'impression que c'est la même chose chez Heights. Oui, 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 Dans exactement. la... Allez-y, je vous en prie, Christian. Non, c'est exactement, je pense, Thibaut, tout ce que vous avez dit, c'est parfaitement aligné avec c'est ce qu'on voit sur les marchés. Bon, je ne suis pas un expert sur les satellites, mais peut-être seulement pour penser, je pense qu'il y aura des cas d'utilisation aussi. Le satellite, c'est peut-être intéressant pour donner des services dans des endroits où c'est difficile d'y accéder avec la fibre ou même avec des réseaux mobiles. Donc, même la 5G pourrait avoir du problème. Donc, peut-être dans ces cas-là. C'est ce que je pense aussi, les satellites, disons, ils auront des problèmes, c'est que vis-à-vis les nouvelles applications et comment nos jeunes utilisent, moi j'ai rigolé quand Thibaut il parlait de ses enfants, parce que c'est la même chose chez moi. Il cherche à avoir beaucoup de bandes passantes et une latence très très faible.
Donc, sur le réseau satellite, il y aura le bénéfice de la couverture, mais après, la partie négative, c'est plutôt la latence. Donc, il y aura une grande latence. Donc, il y aura des applications peut-être qui ne vont pas bien fonctionner. Je ne sais pas. Je ne suis pas un expert sur les satellites, donc je ne vais pas m'avancer sur ça. C'est en train de s'améliorer, si j'ai bien Ouais, compris, considérablement d'accord. grâce à Starlink notamment et à l'offre Amazon d'un autre côté. Mais pour revenir un petit peu sur la 5G, j'ai parfois l'impression que tout n'est pas si rose, à la fois dans le déploiement et à la fois dans l'usage de la 5G, notamment par exemple parce qu'aujourd'hui on fait beaucoup d'habitations et d'immeubles HQE, haute qualité environnementale, qui sont très isolés et qui laisse très très mal passer la 5G. Donc j'ai parfois l'impression qu'on déploie de la 5G et qu'on fait tout pour l'arrêter à l'entrée des bâtiments. Il y a même des bâtiments à la Défense à Paris qui ne captent pas la 5G tout simplement parce qu'ils sont en haute qualité environnementale, donc qui bloquent considérablement les ondes. Et on est obligé de travailler de façon différente l'outdoor et l'indoor et de faire des ponts, des passerelles, et tout ça qui bien évidemment complexifient et ralentissent. Est-ce que vous êtes confronté dans l'usage ou dans la mise en œuvre de la 5G, Christian, à ces problématiques, notamment à des problématiques liées à les habitations ou les bâtiments HQE? C'est quelque chose à quoi vous avez déjà été confronté? Honnêtement, dans notre business, comme j'ai évoqué, on a cet point de démarcation. Donc, tout ce qui est la WAN, la connectivité vers le réseau, ça peut se faire en utilisant des technologies DSL, 5G, la fibre. Mais une fois quand on arrive au bâtiment, on travaille D'accord, donc avec vous, le c'est Wi-Fi à le l'intérieur. Wi-Fi. Ça, c'est le déploiement le plus logique. Ouais. Et dans ces cadres-là, c'est peut-être pour faire le lien, ça dépend des habitations. Si vous avez des habitations qui ont été construites avec du béton, ou si vous voulez avoir la connectivité dans de plusieurs étages, ça pourrait être compliqué. Donc, on voit de plus en plus les opérateurs, les ISP, qui, jusqu'à maintenant, il s'est focalisé à offrir le service jusqu'à la maison. Donc, ils arrivaient là et puis ils disaient à l'intérieur, c'est à vous de trouver une solution. Si vous n'aimez pas le Wi-Fi, il faut chercher une solution. Maintenant, ils se rendent compte que, comme Thibaut il venait d'évoquer, les jeunes disent le Wi-Fi ne fonctionne pas. Donc, le Wi-Fi, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, ça peut être la WAN, ça peut être le Wi-Fi à la maison. Et on voit que la problématique la plus importante se trouve dans la maison. Donc il faut être dans la mesure de pouvoir offrir pas seulement l'accès avec des gateways, mais aussi des répéteurs à l'intérieur. Et je viens maintenant peut-être pour faire un petit lien avec toutes les nouvelles technologies Wi-Fi qui sont en train d'évoluer. Donc, on a eu la Wi-Fi 5, la Wi-Fi 6, la 6E, qui malheureusement, il n'a pas eu beaucoup de succès en Europe. Wi-Fi 7? Et Wi-Fi 7, exactement. Donc maintenant, c'est la Wi-Fi 7. Je pense qu'en REX, on va écouter beaucoup parler de la Wi-Fi 7 et les avantages que ça apporte vis-à-vis de toutes ces problématiques. Ceci étant, la Wi-Fi 7, encore, on a zero device. Je ne sais pas. Oui. Donc, on diffuse du Wi-Fi. Heureusement qu'il est capable de downgrader dynamiquement son fonctionnement parce qu'on a beaucoup de devices. Ça ne sert à rien dans bien des cas de mettre de la Wi-Fi 7 puisqu'on n'a pas les devices qui vont avec. Oui, exactement. Et peut-être c'est bien que vous posez cette question parce que c'est vrai, il n'y a pas de device Wi-Fi 7. Il y en a, on peut les compter avec le doigt de notre main. Mais c'est plutôt intéressant pour le backhauling connectivity. Donc, la connectivité, quand vous arrivez avec les gateways à la maison, disons c'est un gateway de Wi-Fi 7, et vous implantez un, deux ou trois répéteurs Wi-Fi 7 aussi dans la maison, la connectivité, pas entre le device de l'utilisateur, mais plutôt entre le access point et le répéteur, tout ça, ça peut se faire sur la bande de 6 GHz. Et la Wi-Fi 7, il y a une nouvelle technologie qui s'appelle le MLO, Multi-Link Operation. Donc, ça veut dire que ça regroupe les différentes bandes de 2.4, 5 et 6 GHz. Et ça permet d'avoir un canal très puissant entre les répéteurs et les gateways. Donc, à mon avis, pour répondre à votre question, je pense que la Wi-Fi 7, il n'y a aucun intérêt aujourd'hui. C'est seulement quelque chose qui va se positionner à partir de maintenant et dans les prochaines 2 années.
Et c'est plutôt, aujourd'hui, le bénéfice, c'est plutôt pour la connectivité backhaul dans la maison ou dans l'entreprise et pas forcément la connectivité avec l'utilisateur. Dans cette logique, puisque vous parlez beaucoup d'utilisation à la maison, il y a aussi beaucoup d'objets connectés. C'est quelque chose qui monte, et avec la domotique, et avec les différents appareillages de contrôle tous azimuts. Comment est-ce que vous intégrez ces usages Wi-Fi, qui peuvent être parfois des usages en plus bas débit? Comment est-ce que vous les intégrez? Ce que je veux dire, c'est y a-t-il une prise en compte dans vos développements de ces usages domotiques bas débit avec des priorisations ou des choses comme ça? Est-ce que c'est intégré dans la réflexion et dans l'usage? Absolument, c'est une très, très belle question et ça me fait plaisir parce que on parle tous les années l'importance de la IoT dans la maison, la maison connectée. Nous qui sommes dans la technologie, on adore avoir nos appareils connectés. Mais la réalité, c'est que il y a de nouvelles technologies. Clairement, il y a Matter, peut-être vous avez écouté. Donc Matter offre clairement des protocoles qui sont pas seulement le Wi-Fi, mais c'est aussi Thread, BLE, et Zigbee, Zigbee, oui. Donc, ça, ce sont des protocoles qui utilisent les appareils qui fonctionnent normalement avec de la batterie. Parce que si vous avez un petit appareil qui n'est pas branché à la ligne de courant, oui, de 220 volts, et ça fonctionne avec une batterie, le Wi-Fi n'est pas la technologie la plus intéressante parce que ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, dans ces cas-là, il y a beaucoup des appareils dans la maison qui vont utiliser ou bénéficier du Matter. Pourquoi j'évoque tout ça? C'est parce qu'on pense que les opérateurs mobiles vont évoluer pendant les prochaines années et on le voit avec des opérateurs comme Orange qui offrent depuis des années, mais ils n'ont pas encore beaucoup de clients qui achètent ce type de service. C'est pas la connectivité seulement Wi-Fi dans la maison, mais aussi offrir la possibilité que du gateway, vous pouvez être le hub, le point de connectivité pour, je ne sais pas, vos lumières Philips Hue ou vos appareils que vous achetez chez IKEA. Donc, vous achetez un appareil chez IKEA, vous l'amenez à la maison et cet appareil va se relier directement avec la gateway, directement avec votre application. Vous pouvez contrôler tout ça sans besoin d'avoir des appareils externes qui vont se relier à la gateway. Romain, on voit bien que en fait, il ne s'agit pas de faire de la concurrence entre les différentes offres de connectivité, il s'agit plutôt de trouver les complémentarités en fonction des cas d'usage. Mais comment est-ce que vous intégrez cette réflexion? On dit toujours que l'esprit de l'homme est agile et la main du scribe est lente. Ça veut dire que l'évolution des technologies va parfois très vite et parfois l'adoption et les réflexions vont beaucoup plus lentement. On parle aujourd'hui donc de Wi-Fi 7, on parle de LTO, c'est-à-dire de satellite orbite basse, on parle de 5G ou de 5G privé ou parfois même de 6G. J'ai déjà entendu parler un peu de tests qui iraient encore plus vite et qui permettraient d'avoir encore plus d'utilisateurs, que ce soit des utilisateurs humains ou que ce soit des utilisateurs de type machine to machine, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions machine to machine, notamment dans les environnements industriels. Comment est-ce que vous intégrez dans votre approche en tant que fédération la multiplicité de ces évolutions, la multiplicité de ces plateformes qui doivent s'interconnecter? Ah oui, effectivement, c'est vrai que c'est un sujet pour nous parce que les opérateurs membres de la fédération proposent un certain nombre de technologies. On voit bien, enfin, ça a été très bien décrit par Christian et Thibaut. On voit bien que suivant les environnements, on ne va pas utiliser la même technologie. Il n'y a jamais une réponse unique, etc. Donc, c'est important pour nous que la réglementation, justement, elle tienne compte du fait qu'il y a ce foisonnement de technologies et parfois il y a des effets de mode, des effets de mode dans l'industrie. Dans l'information sur les télécoms, et puis tout ça, ça se traduit parfois dans des effets de mode dans la réglementation, qui veut parfois aller trop vite, et puis sanctuariser une technologie, alors qu'en fait, bon, il faut peut-être faire un petit pas à côté, et puis se dire, on ne connaît pas l'avenir, il faut être prudent, il faut garder les portes ouvertes, etc. Après, si on regarde, parce qu'on a beaucoup parlé de résidentiel, pour faire un complément là-dessus, en France, il y a un choix très clair qui a été fait quand même en faveur de la fibre optique, du déploiement, du raccordement de chacun des Français au réseau de fibre optique, avec un objectif qui a été fixé par le président de la République, qui est qu'à fin 2025, on ait généralisé la fibre sur le territoire. Alors, généraliser, c'est pas peut-être pas forcément 100%, exactement 100%. Il y a
On se dit qu'il y a des cas en montagne, des lieux très isolés dans lesquels ce ne serait pas raisonnable d'aller déployer le réseau fibre optique. Enfin, néanmoins, ça veut dire quand même aller relativement loin. On est quand même déjà assez loin, puisqu'en France, on a 87% des logements qui sont raccordables à la fibre. Donc, c'est un très grand succès, c'est considérable. C'est à la fois des investissements des opérateurs. Les opérateurs, l'an dernier, en France, ont investi presque 14 milliards d'euros dans les différents réseaux, également des investissements des collectivités locales et puis de l'État, là où les opérateurs ne peuvent pas porter l'investissement puisque c'est pas rentable. Mais on voit bien que sur les 13% qui restent, ça va quand même être assez difficile. Et là, il faut qu'on se pose aussi ces questions des technologies et là où on va bien les utiliser. Et je reviens aussi sur un point qui est assez essentiel dans ce qui reste à faire, qui est effectivement l'installation intérieure, qui devient vraiment un endroit stratégique sur la question de la connectivité, de savoir comment on l'aborde, qui n'est peut-être pas le sujet qu'on a le mieux couvert jusqu'à présent dans les télécoms. Y compris pour le raccordement à la fibre, parce qu'on sait que dans les logements qui restent à les raccorder à la fibre, parfois il y a des travaux qui sont à faire à l'intérieur des maisons, parce qu'il n'y a pas de gaine, parce qu'il faut aller faire des travaux qui sont assez lourds parfois. C'est des centaines, voire des milliers d'euros. Tous les Français ne vont pas pouvoir se le permettre. Et donc, il y a vraiment une question de savoir comment on va traiter ces logements sur lesquels on est capable d'amener la fibre devant la maison, mais ensuite de l'entrée de la maison au salon, ou en tout cas à l'intérieur de la maison où c'est utile, on n'est pas capable d'aller faire les derniers mètres. Donc il y a une réflexion à avoir là-dessus. On pense qu'il y a besoin d'un accompagnement financier pour les ménages les plus modestes, hein. Comme on a ma prime rénov, on pourrait avoir ma prime fibre. En tout cas, il faut avoir cette réflexion-là. Et puis tout ça, c'est effectivement à penser, on l'a beaucoup évoqué, avec l'extinction du cuivre. Orange a annoncé l'extinction du réseau de cuivre pour 2030. 2030, c'est à dans pas partir de longtemps. 2030. Et on voit bien que si on a un volant de logement sur lesquels on ne pourra pas aller au bout parce que c'est complètement bloqué, il faut savoir ce qu'on en fait. Est-ce que c'est pour des technologies alternatives? Est-ce qu'effectivement on amène le soutien pour aller jusqu'au bout? Et effectivement, il y a d'autres solutions. La 5G en position fixe, hein, qui est quand même maintenant largement proposée par les opérateurs et qui peut donner satisfaction dans un certain nombre de cas, et puis le satellite. Oui. Et il faut déjà, on a arrêté la commercialisation d'offres cuivre dans certaines régions, et c'est à Ouais. partir de 2030, et ça va être coupé, c'est acté. Enfin, je veux dire, c'est Ah, déjà. tout à fait, il y a un point Même avant. si j'ai l'impression que tout le monde pense que 2030, même dans les entreprises, où il y a a priori, selon les études, en moyenne 50% des entreprises qui sont déjà passées à la fibre, et pas les autres, qui n'ont pas encore pris ce chantier à bras-le-corps et qui se disent 2030, c'est dans longtemps, et dans l'équilibre de leur budget, n'ont pas encore intégré les travaux nécessaires pour modifier les infrastructures, parce que il faut modifier les infrastructures, notamment informatiques et pas que télécom, lorsqu'on connecte la fibre dans une entreprise. Donc, il y a encore un énorme chantier. Tout à fait. Et 2030 est une échéance crédible en réalité parce que le réseau de cuivre est vieillissant, il est difficile à maintenir. Il n'est pas raisonnable économiquement de faire tourner deux réseaux en parallèle, un réseau cuivre et un réseau fibre optique, hein. Il y a des coûts fixes. Les télécoms, on sait tous que c'est une économie quand même très largement de coûts fixes. Donc c'est très luxueux d'avoir deux réseaux en parallèle. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment mener cette extension du cuivre aussi rapidement que possible que le permet le déploiement du réseau fibre, la qualité du réseau fibre, etc. Le temps passe vite et on va déjà arriver à la fin de cette table ronde virtuelle. Ce que j'aimerais, c'est que, en dernière question, vous puissiez nous dire chacun, peut-être on peut commencer par vous, Christian, comment bien choisir entre 5G, Wi-Fi, éventuellement satellite. Aujourd'hui, comment faire des choix? Alors, c'est vrai que à la maison, ben, souvent, il n'y a pas trop de choix à faire, hein. C'est l'opérateur ou les opérateurs disponibles qui vont piloter, mais comment distinguer et faire des choix un peu entre ces trois solutions? Bon, à mon avis, quand on dit faire de choix, je pense il y a des acteurs. D'abord, c'est le choix qui est fait par le ISP. Et je vois dans notre business, hein, le prix, c'est la chose la plus importante. Donc, on propose différents types de solutions, mais clairement, la concurrence est féroce, comme on a tout discuté auparavant. Et le choix, c'est le prix. Donc, quand on parle au niveau du prix, clairement, le Wi-Fi, c'est des gagnants. L'option numéro une, hein, c'est la fibre pour la connectivité vers le WAN, l'Internet. Ça, c'est je dirais, 90% des maisons connectées, on le fait avec la fibre. Il y aura une partie aussi avec la 5G. Et Thibaut, peut-être, il est un expert dans ces sens-là, donc il pourra évoquer plus de détails.
Mais Mm. depuis notre business, on voit la fibre et le Wi-Fi, ce sont les deux points les plus importants. La 5G, dans le résidentiel, hein, c'est moins important aujourd'hui. Je pense que ça joue un rôle beaucoup plus important dans l'entreprise. On se focalise surtout, comme je viens d'évoquer, sur le déploiement en fibre et le Wi-Fi. Thibaut, un petit peu sous forme de conclusion, comment éventuellement choisir un petit peu entre ces différentes technologies, sachant que pour l'entreprise, il y a aussi différents choix de fibres, notamment FFTO et FFTH, et sachant que la FFTO, c'est-à-dire la fibre dédiée, ne rencontre pas le succès qu'espéraient tous les opérateurs actuellement, et les entreprises préfèrent beaucoup utiliser de la FFTH, c'est-à-dire la fibre mutualisée, quitte à mettre des redondances 4G ou 5G. Donc, un petit peu sous forme de conclusion, Thibaut, pareil, comment choisir à la fois quand on est particulier, mais les choix sont fournis par les opérateurs, et à la fois quand on est entreprise, entre les différentes fibres, entre l'offre 5G et le Wi-Fi pour terminer un petit peu l'accès au device. Ouais, alors pour moi, en fait, il y a deux types de choix. Il y a quel choix on fait. Alors, je vais parler beaucoup de résidentiel parce que c'est mon métier et malheureusement, je suis pas un spécialiste du marché entreprise. Mais il y a deux types de choix. Il y a le choix du WAN et le choix du LAN, hein. Et donc, dans les deux cas, en fait, on a rarement le choix Le parce que WAN, c'est l'accès extérieur, le voilà. LAN, c'est l'accès intérieur, pour résumer, Et hein. donc, les produits que nous faisons sont l'interface des deux, en fait, font l'interface entre les deux, hein, le routage entre les deux, en quelque sorte. Et souvent, en fait, c'est un non-choix, hein. On se rend compte que c'est un non-choix. On a parlé tout à l'heure du fait que les devices étaient souvent Wi-Fi, parfois Thread, Bluetooth, quand ils ont besoin d'une consommation électrique faible. Donc, finalement, le choix s'impose. C'est-à-dire qu'en LAN, on va être en Wi-Fi ou en Thread ou en Bluetooth. D'accord? Et principalement en Wi-Fi, en fait. Et sur le WAN, effectivement, ça va dépendre des opérateurs disponibles. Comme l'a dit Romain, en France, on a un taux d'équipement fibre de 87% des foyers, ce qui est énorme. Je crois que seule l'Espagne fait mieux dans le monde. Mais ce n'est vraiment pas le cas de tous les pays. Donc, ce qui se passe, c'est que dans beaucoup de géographies, le taux de pénétration de la fibre est bien inférieur. Et donc, finalement, là, du coup, quand la fibre est là, j'ai envie de dire, il y a pas de débat. C'est la fibre qui est la plus compétitive, la plus rapide. Mais dans d'autres cas, effectivement, là, peut avoir une compétition un peu plus accrue entre les différentes technologies, entre ce qui reste du câble coax, ce qui peut rester d'un DSL, aussi d'un réseau DSL cuivre, non encore décommissionné, le satellite et la 5G, quoi. Romain, le mot de conclusion, c'est pour vous. Aujourd'hui, la connectivité, c'est stratégique. Alors, on disait tout à l'heure, j'arrive pas à me connecter au Wi-Fi, ce que disent les jeunes générations. Moi, j'ai l'impression que même les générations un peu plus âgées restent scotchées sur leur device en train de regarder des nouvelles ou leurs emails. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la connectivité, elle est sous-entendue comme pas nécessaire, mais presque impérative pour toutes les générations et pour tout le monde aujourd'hui. Comment est-ce que vous voyez cette évolution? À quoi on peut s'attendre, un peu sous forme de conclusion? Wi-Fi, 5G, satellite, peut-être autre chose. De toute façon, il faut être connecté, c'est obligatoire aujourd'hui. Oui, effectivement, nous, ce qu'on constate, c'est que la connectivité aujourd'hui, c'est devenu un service essentiel. Il y a l'eau, il y a l'énergie, bah, il y a les télécoms. Et si on n'a pas les télécoms, effectivement, c'est problématique. Et on le voit, il y a une demande de connectivité des Français qui est extrêmement forte, à la fois sur le fixe, la demande de la fibre, hein. On l'a vu au fur et à mesure du déploiement du plan France Très Haut Débit. Quand la fibre se déploie dans une commune et pas dans la commune à côté, ou pour des tas de raisons, ça va aller plus loin. On voit bien que ça sera beaucoup plus tard. Ça se passe pas très bien. On a exactement la même chose sur le mobile. Sur le mobile, on a un programme qui fonctionne extrêmement bien en France qui s'appelle le New Deal Mobile, qui est un accord entre les opérateurs, l'État et les collectivités territoriales, qui a permis très largement de résorber les zones blanches. En 2018, on avait à peu près 12% du territoire en zone blanche, en surface, hein, 12% du territoire. À fin 2023, on était à moins de 2%, 1,7% du territoire en zone blanche. Et pourtant,
Dès qu'on voit qu'il manque de la connectivité, on le voit. Enfin, nous, on va inaugurer un certain nombre d'antennes mobiles justement dans ces territoires, et parfois, il y a des gens qui sont dans les communes à côté qui n'ont pas de connectivité. C'est très mal ressenti, c'est très mal vécu. Donc, on voit bien que la connectivité, elle est absolument essentielle. Comment on répond à cette exigence de connectivité? Donc sur le mobile, on a ce programme New Deal mobile qui va terminer de se déployer, et je pense qu'on aura atteint un niveau qui est extrêmement élevé en termes de connectivité mobile si on se compare aux autres pays du monde. Et puis sur le fixe, ça a été rappelé, effectivement, en France, on est très avancé. Il y a l'Espagne qui est un petit peu plus loin en pourcentage, un petit peu moins en nombre absolu, donc on est premier en nombre absolu quand même en France. Néanmoins, on sait bien que les pourcents qui restent, c'est très difficile. Dans l'économie des télécoms, c'est toujours pareil. Le début, c'est facile. La fin, c'est compliqué, c'est particulier, c'est cher. C'est tous les cas un peu atypiques. Et là, il y a une vraie question pour le gouvernement, finalement, qui est de savoir, par rapport à cet objectif qui a été fixé de connectivité pour tous à fin 2025, bah, comment concrètement on décline ça. On a eu un plan très organisé pour le déploiement. Maintenant, il faut faire un plan très organisé pour terminer ce plan très haut débit. Il y a encore plein de questions qui se posent. Du fait des contraintes budgétaires, le gouvernement avait annulé un certain nombre de crédits sur le plan très haut débit au printemps. On n'a pas eu de réponse sur la manière dont tout ça va être réalloué. Il y a ces questions sur les raccordements difficiles. Donc j'ai parlé du génie civil parfois qui a à construire à l'intérieur des maisons. Il y a génie civil aussi qui a à construire à l'extérieur sur les zones publiques. Il y a des endroits où le cuivre avait été déployé en pleine terre et on ne peut pas déployer la fibre en pleine terre. Donc il faut reconstruire des infrastructures de génie civil. Donc tout ça, c'est un certain nombre de questions auxquelles il faut apporter des réponses et dans lesquelles il y a des questions budgétaires pour l'État et savoir comment on répartit la charge. Et derrière, ça se décline sur qui aura la fibre et si effectivement la fibre ne va pas chez tout le monde, quelles technologies alternatives peuvent être utilisées. En tous les cas, je vous remercie tous les trois pour le temps passé pour cette table ronde virtuelle. Elle nous aura permis d'aborder un certain nombre de sujets. On a compris que de toute façon, les sujets sont tellement vastes qu'on ne peut pas le faire de façon exhaustive. Et de plus, ça évolue. C'est stratégique aujourd'hui, tant pour les particuliers que pour les entreprises. C'est complètement évolutif, effectivement, avec la fibre en cours de déploiement, avec les satellites qui sont en train d'arriver, avec le Wi-Fi souvent utilisé pour l'accès, le dernier kilomètre, on pourrait dire, mais les derniers mètres de l'usage avant le device. Et puis, il y a les usages qui sont en perpétuelle évolution, les besoins en volume de données, les besoins en vitesse qui sont également en perpétuelle évolution. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes là pour longtemps. Il y aura besoin de nous pendant encore longtemps pour travailler dans les télécoms et pour fournir ces accès à tout le monde. Dans tous les cas, je vous remercie tous les trois pour le temps passé.